Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Magali Lagumaltais à l'animation. Et oui, de retour après une longue pause. Et j'ai l'honneur cette semaine de recevoir Mathieu Cordeau qui est pour une fois de ce côté-ci de la vitre de la régie. Je suis surprise et qui vient nous parler de la guerre franco-allemande de 1870. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis ensuite, Edith Champagne va nous brosser le portrait des atrocités allemandes commises lors de l'invasion de la Belgique en 1914. C'est bien ça, Edith? Oui, c'est bien ça. Et finalement, mais pour terminer cette émission très joyeuse, cette émission pascale, Thomas Venn va revenir sur une famine dévastatrice qui a touché l'Inde entre 1876 et 1878. Bonjour Thomas. Bonjour. Mais avant de nous lancer, on va profiter d'une petite anecdote à saveur historique légère pour égayer notre vendredi. Et c'est Valérie Beaulieu-Parquet, cette fois-ci, qui nous l'offre. Oui. Oh, voilà, petit moment de bug, mais on va rejoindre Valérie. Peut-être. Éventuellement. Nous l'avons. Allô? Hey! Je viens d'arriver. C'est drôle, il y avait comme un bug. Oh! Ben oui, cette semaine, j'ai eu chaud, les amis. Mon ordinateur refusait de coopérer, comme celui de la console de la régie, d'ailleurs, pendant quelques heures. Donc, j'en suis venue à me demander si, comme moi et ma petite grippe, il n'y avait pas attrapé un petit bug. D'où mon fun fact sur le premier bug informatique. La petite histoire romancée va comme suit. Le premier bug aurait été trouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, alors que des pionniers du computer engineering au sein de l'armée américaine effectuaient des tests sur de gigantesques ordinateurs électro-mécaniques. Soudainement, tout s'arrête et ce serait l'officier de la marine, Madame Grace Murray Hopper, qui, munie d'une pince à épiler, aurait retiré un petit papillon de nuit, écrasé et grillé par les parties mobiles d'une switch électromagnétique. L'incident a été répertorié dans le registre de leurs activités et à côté de la note First Actual Case of Bug Being Found, un petit papillon scotché sur une feuille quadrillée. Ce serait à partir de là que l'expression bug informatique se serait répandue dans cette industrie naissante. Mais, au grand risque de vous décevoir tous, cet incident, bien qu'il se soit réellement passé, avait été répertorié à la blague, justement parce que l'expression bug existait déjà dans le merveilleux monde des inventeurs et des ingénieurs du 19e siècle. Ah ben là. La première utilisation répertoriée de ce mot se retrouve dans l'un des 20 volumes historiques du Oxford English Dictionary, dans un article du Pall Mall Gazette du 11 mars 1889 et est attribué à Thomas Edison, qui aurait passé 2 longues nuits blanches à essayer de découvrir un bug dans son phonographe qui avait cessé de fonctionner. Donc ainsi, un bug serait vraiment comme une petite bébête imaginaire là, qui va se loger dans les machines et qui les empêche de bien fonctionner. Oh. Voilà. Bon, ben mon Dieu. Merci de nous en apprendre plus sur cet aspect de la vie qui nous fait tant rager, nous, et que devrait-on dire, selon l'Office québécois de la langue française, pour un bug? Ah, c'est un bug, mais c'est B-O-G-U-E. Ah, c'est en français, s'il vous plaît. Donc, sur ça, ben merci Valérie. Et puis, on va pas tarder, puisqu'on a un programme chargé comme d'habitude, et je vais donc laisser le terrain à Mathieu et à la fameuse guerre franco-allemande. Ben oui, justement, aujourd'hui, je viens effectivement vous parler de la guerre franco-allemande, aussi parfois appelée guerre franco-prussienne, vu que, bon, c'est la Prusse de Bismarck et qui menait un peu le bal du côté allemand. Et dans mon cas, en fait, c'est plutôt un souvenir d'une lecture passée qui m'a inspiré sur le sujet d'aujourd'hui. Le tome 19 des Rougon-Macquart, oui, il s'est rendu au moins à 19, de Émile Zola, La débâcle, publié en 1892, qui raconte en fait l'histoire de 2 soldats d'origine sociale très différentes et qui se lient d'amitié au front. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on aperçoit en fait la confusion totale autour de cette guerre, la confusion des généraux français, mais aussi la confusion des soldats qui n'ont pas vraiment l'impression, au début, d'être à la guerre. Donc, cela offre la réflexion du jeune Maurice. Puis, dans le fond, il dit dire que toute la campagne, il n'avait pas encore brûlé une cartouche. Il était allé à la frontière. Ils avaient passé devant Mulhouse, la nuit terrible d'angoisse, sans voir un Prussien, sans lâcher un seul coup de fusil. Et ils avaient dû battre en retraite jusqu'à Belfort, jusqu'à Reims. Et de nouveau, ils marchaient à l'ennemi depuis 5 jours,
son chasse-peau toujours vierge, inutile. Depuis 6 semaines bientôt, il s'était déjà engagé dans une crise d'enthousiasme, rêvant de combat pour le lendemain. Il n'avait fait qu'user ses pauvres pieds d'homme, délicats à fuir et à piétiner, loin des champs de bataille. Donc le mot d'ordre semble être la confusion, mais la confusion d'une armée surtout mal préparée pour une guerre contre un ennemi qui lui est très bien préparé, puis avait mené une guerre 4 ans auparavant donc contre l'Autriche que l'Allemagne a fait. La guerre franco-prussienne, c'est environ une trentaine de vraies batailles, si on veut, toutes sur le territoire français. C'est aussi 140 000 morts pour 900 000 hommes mobilisés du côté français et 120 000 morts pour 1 200 000 hommes mobilisés du côté allemand. Le contexte qui débouche sur cette crise, sur cette guerre, est en fait une succession d'impairs diplomatiques de la part des Français, mais aussi de la bonne volonté de Bismarck de vouloir déclencher délibérément une guerre pour pouvoir cimenter son alliance avec surtout les États allemands du Sud, donc comme la Bavière ou le Württemberg. Il est un peu sneaky, là, le Bismarck. Oui, il était... ouais. il y avait des belles petites machinations. Oui, c'est ça. En français, encore une fois, c'est ouais. Puis pour une meilleure mise en contexte, vous pouvez écouter ma chronique du 22 septembre 2017 sur la naissance de l'Allemagne, et j'en parlais en fait plus en détail là-dedans. Mais bref, en France, en 1870, la France en 1870 elle est isolée diplomatiquement, parce que justement Bismarck avait fait des petites manœuvres, et l'Angleterre souhaitait rester neutre. La Russie, la Belgique, l'Italie, sont en froid diplomatique avec la France, et l'Allemagne, et l'Espagne est en recherche de nouveaux souverains. Donc personne pour aider la France contre tous les Allemands. Et le tout commence, en fait, avec la dépêche d'Ems, soit un télégramme diplomatique que Bismarck envoie à toutes les ambassades européennes, en fait, les ambassades allemandes par travers l'Europe, le 13 juillet 1870, où l'ambassadeur français en Prusse aurait, à Bad Ems, une ville thermale en Allemagne, harcelé le roi de Prusse au sujet de la succession du trône d'Espagne, alors que, pour les Français, une erreur de traduction se serait glissée et aurait fait en sorte qu'en France, on aurait cru que celui qui s'était chargé de congédier l'ambassadeur français d'une manière humiliante, ce n'était qu'un vulgaire adjudant et non l'aide de camp du Kaiser, puisque adjutant en allemand réfère à un aide de camp. Donc, un adjuvant, c'est un grade très bas dans l'armée. Donc, dire que ce serait un petit adjuvant qui aurait congédié un ambassadeur français, ça aurait été, c'était pris comme un temps. Puis est-ce qu'il a vraiment harcelé le roi de Prusse, ou c'était comme le roi de Prusse est un petit peu non, ça a tout été arrangé par Bismarck. C'est ça, une machination. Ouais. Ben, c'est arrivé, mais c'était pas harcelant. Voilà. Il a vraiment grandi ça un peu comme mythe. Là. Puis justement, cet imbroglio-là va exciter les passions nationalistes des deux côtés du rang. Et Napoléon III n'aura d'autre choix que de déclarer la guerre à la Prusse et des États allemands le 19 juillet 1870. Comme ça, la France a l'air de l'agresseuse. Oui, c'est elle la méchante. C'est pas celle de l'Allemagne. Et mais à part vous revenez, c'est ça. Le problème, c'est que contrairement aux Prussiens, les Français, ils ont pas de plan d'attaque. C'est peut-être eux les méchants, mais ils ont rien préparé. T'sais. Bravo. Et en plus, l'armée française était justement en plein processus de réforme lorsque la guerre est déclenchée. Puis c'est pour cette raison qu'ils vont juste réussir à mobiliser 900 000 hommes. Alors que l'Allemagne en mobilisera 1 200 000. Et ce qui explique un peu l'extrait littéraire que tu nous as dit au début, où ils ont juste l'air de marcher sans but. Exact, c'est ça, oui. Il n'y avait aucun plan, ils sont juste arrivés à la frontière, puis dans le fond leur but c'était même pas de la traverser, puis ils attendaient juste que l'ennemi se pointe sur eux. Ils attendent qu'il arrive. Exact. Puis les premiers combats justement ils vont avoir lieu près d'un village à la frontière franco-allemande, parce que les Français s'étaient rendus là, le 25 juillet 1870, et le premier vrai échec de l'armée française, c'est la bataille de Wissembourg en Alsace le 4 août 1870. Le maréchal MacMahon, qui va devenir président de France plus tard, doit retraiter devant les troupes du Kronprinz, le prince héritier de Prusse, le futur Frédéric III, qui est en fait le père de Guillaume II, qui va être empereur pendant la Première mondiale. Mais par contre, je ne ferai pas une énumération des batailles, tristement, parce que en fait, elles vont toutes être perdues par les Français. Donc c'est simple, ça exact. Voilà. Donc justement, le choix, l'excellent choix en fait de Zola pour son titre de son roman La débâcle. Effectivement. Ouais. Ou sinon une bataille ou une défaite, c'est selon, la plus importante est celle de Sedan, le 1er septembre 1870, où la forteresse se retrouve encerclée des troupes prussiennes. Et pour éviter un bain de sang, l'empereur Napoléon III va capituler. Puis le lendemain, il est fait prisonnier et il est envoyé en Allemagne. Donc la France se retrouve plus de chef d'État. Et là, avec la défaite personnelle de l'empereur et de son régime avec lui, le député Léon Gambetta va proclamer la Troisième République du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Paris.
C'est la chute du Second Empire qui aurait duré 17 ans. Mais aussi avec la capitulation de l'empereur, les troupes allemandes, là, ils ont beau jeu puis ils mettent le cap vers Paris. Donc ça fait encore une espèce de plus grand chaos, des trucs politiques qui se passent en même temps d'une guerre. Mais quand tu captures le chef après, là, hein, c'est le party. C'est ça qui arrive. Fait que justement, la voie est libre. Et dans le fond, les troupes allemandes vont arriver dans la région parisienne le 17 septembre et ils vont y rester jusqu'au 28 janvier 1871. C'est ce qu'on appelle alors le siège de Paris, où en fait c'est essentiellement la garnison de la ville et ce qui reste de l'armée française qui va affronter les Allemands. Et c'est là d'où le nom du fameux quartier de Paris ou la ville de Paris qui est La Défense. Ah, La Défense, de cet événement. Je me demandais aussi. Ben voilà. Non, mais sérieusement, je me demandais pourquoi le quartier commercial s'appelait La Défense. Ouais. C'est vrai que c'est toujours questionné aussi. Et voilà. Et le 18 janvier 1871 est proclamé dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles l'Empire allemand. Grosse surprise. Tadam. 10 jours plus tard, le 28 janvier 1871, la ville de Paris va capituler et on signe l'armistice. La guerre se termine officiellement avec la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871. Puis là, quand tu parlais de la proclamation de l'Empire allemand, c'est probablement dit dans une de tes émissions passées, mais c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, que l'Allemagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est formée. Exactement. Avant, dans le fond, c'est ça, il y avait une confédération germanique juste avant que la guerre commence, qui était dirigée par la Prusse. Il y avait l'Autriche de son côté, puis tu avais des gros États du sud allemand, donc Bavière, Bade et le Württemberg. Puis là, c'est la première fois où l'Allemagne est vraiment unifiée, puis qu'on a un État national qui porte le nom d'Allemagne, en fait. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est une première. Bon. Un peu comme l'Italie avait eu 3 ans avant, je pense. Oui. Puis, mais ce qui est spécial avec ça, c'est cette guerre-là, c'est une méchante gifle pour l'image de l'armée française qui était encore vue à l'époque comme étant la plus puissante du continent. Mm-hmm. Mais surtout parce que les Prussiens ne capituleront qu'une seule fois pendant toute la guerre. Donc juste le 10 décembre dans la Somme. Ça va être la seule défaite allemande de toute la guerre. Sinon, c'est juste des défaites françaises. Donc, ouais. Et les conditions de paix, ils seront quand même assez lourdes. La France va perdre un territoire fortement industrialisé, donc l'Alsace et la Lorraine, et elle devra payer un lourd tribut de guerre de 5 milliards de francs or. Et pour plus de précision sur les conséquences économiques de cet afflux d'argent neuf dans l'économie allemande, vous pouvez écouter ma chronique du 27 octobre 2017 sur le Gründerzeit. Mm-hmm. J'avais fait justement une chronique sur la crise économique qui va venir due à cet influx d'argent. Mais ces indemnisations-là sont, on se demande c'est combien ça, 5 milliards de francs or aujourd'hui, mais 5 milliards de francs or à cette époque-là, c'est 25% du PIB français. C'est énorme. Donc c'est un quart de... C'est incroyable. Et puis en fait, de plus, l'Allemagne, pour s'assurer que les Français vont payer ça, ils vont occuper militairement tout le nord de la France jusqu'à ce que le dernier franc soit versé. Et au moins chanceux pour eux autres, ça va leur prendre 2 ans à la France pour payer en totalité. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne après la Première mondiale. Non, elle a arrêté de payer quand, là? Il me semble que c'est dans les années 2000. Là. Ça se peut-tu? Ils ont fini de payer la Première mondiale dans les années 2000, effectivement. C'est fou. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Peut-être des mauvais payeurs. C'est incroyable. Et pourtant, ce sont des Allemands. Des bons payeurs. Mais... Ouais. Mais moi, je vous avoue que c'était peut-être en tant que crise économique, c'était pas le meilleur moment pour payer. Mais tandis que les Français, eux autres, avaient assez d'argent. La force économique de la France, à l'époque, était assez puissante pour pouvoir payer ça. Mais, donc, justement, puis en fait, les troupes allemandes vont se retirer après qu'elles aient payé le dernier franc, donc en septembre 1873. Mais en plus, avec la défaite et l'épreuve, en fait, du siège, Paris est aux prises avec une insurrection révolutionnaire ouvrière que l'on va appeler la Commune de Paris. Mais tu sais, j'en parlerai pas trop au détail parce que c'est un sujet qui peut être en fait une chronique en soi. Ouais. Mais appel à nos collaborateurs. Ouais, exact. Si quelqu'un veut parler de la commune de Paris. Mais en bref, la commune, ça va durer 2 mois et va être réprimée dans le sang par le gouvernement durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai. En tout, 7000 morts, 1400 fusillés. Ouf. Et la guerre franco-prussienne, en fait, est aussi importante car elle va changer le visage politique continental ou en fait du moins d'un bord et de l'autre du Rhin. Au sortir du conflit, nous retrouvons exactement le visage géopolitique européen qui sera en place lors du déclenchement de la Première mondiale. Mm-hmm. Donc, les forces sont déjà en présence et les États sont déjà créés pour ce qui va arriver. J'imagine qu'il y a une petite animosité française. En fait, justement, c'est ça, parce qu'en plus d'avoir créé l'Empire allemand, là, ça fait naître la Troisième République, mais c'est parce qu'elle naît surtout dans un esprit revanchard. Puis c'est ça qui va rythmer en fait la politique française dans cette période-là, qui va être une république qui va être très, très, très nationaliste, en fait. Mm-hmm. Mais tout ça va être dans le but
découdre avec les Allemands justement pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Puis c'est pour ça justement que en 1914, les Français seront autant ravis d'aller en découdre avec les Boches. Et pour ceux qui ne nous écoutent pas en live, il y a eu un petit guillemet autour de Boche. Et de plus, en fait, pour les Allemands, l'occupation aussi, c'est une nouvelle expérience pour eux. Et autant du côté français, c'est leur première expérience de collaboration. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu la nouvelle de Guy de Maupassant, Boule de Suif, qui justement raconte en fait la collaboration des élites françaises avec l'occupant allemand. Mm-hmm. Mais ce qui marque le plus les esprits du côté allemand dans cette guerre, c'est l'expérience des francs-tireurs. Cette forme de guérilla qui n'a jamais réellement été organisé, malgré les vœux de Léon Gambetta lorsqu'il avait pris le pouvoir puis qu'il voulait vraiment lancer une espèce de nation en armes, ben ça va jamais vraiment arriver. Donc les francs-tireurs, en fait, c'est plutôt des cas isolés d'initiative personnelle en résistance face à l'occupant. Donc, dans toute la guerre, en fait, il va seulement y avoir 1000 soldats allemands qui vont être tués par les francs-tireurs. Autrement dit, un franc-tireur, c'est quelqu'un qui prendrait son fusil de chasse puis dit moi, je m'en vais tuer les Allemands parce que je suis fâché. C'est exactement ça. C'est ça. Bon, il y a rien organisé derrière ça, c'est vraiment des initiatives personnelles. Mm-hmm. Des fois, c'est pas des soldats qui se retrouvent derrière la ligne. C'est des soldats qui, genre, que disons, dont l'armée a disparu, dans le sens qu'eux autres sont perdus, puis des fois, ils vont juste s'attaquer aux lignes allemandes parce qu'ils sont derrière le front. Fait que des fois, t'as cette dynamique-là. Mais c'est des soldats qui vont carrément enlever leur uniforme puis vont mettre des uniformes de civils. Ça se peut, mais eux, surtout, ce qui sortait, c'était des civils, en fait. Et non pas des soldats démobilisés. Mais ça se peut, effectivement, c'est très possible. Donc, juste 1000 victimes allemandes des francs-tireurs, en fait. Exact. C'est quand même pas beaucoup, mais dans la mémoire militaire allemande, cette forme de résistance va être largement disproportionnée et va mener justement à des opérations punitives sur les populations civiles. Parce que malgré que les consignes militaires en Allemagne allemande interdisaient les exactions sur les civils, on tenait aussi dans les mêmes consignes à rappeler que les soldats doivent aussi s'assurer que l'honneur de leur armée soit maintenu. Ainsi, assassiner un soldat allemand était vu un peu comme une insulte à l'honneur de l'armée, parce que c'était des civils qui tiraient sur des soldats. Et dès lors, on pouvait envisager des punitions qui pouvaient souvent être démesurées. Donc, par exemple, c'était le village de Bazeilles, près de Sedan, en fin 1870, qui va être brûlé et les villageois massacrés par l'armée bavaroise à cause d'un soldat assassiné par un franc-tireur. Et ben cette expérience de l'occupation pour une armée qui en fait était juste entraînée pour le combat va s'imprégner dans les mentalités militaires. Tellement qu'elle restera jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, soit 43 ans plus tard, un facteur important d'angoisse pour les soldats allemands. Mais pour le reste, je vais laisser Edith développer sur ce sujet dans sa chronique. Merci. Oui, c'est ça justement, on s'enchaîne dans nos chroniques, mais en tout cas, merci Mathieu de nous avoir un peu, éclairé sur tous les impacts de ce conflit, qui était quand même court, mais riche en rebondissements. Ma foi, c'est intense. Mais je voulais pas non plus justement faire une énumération de toutes les batailles, parce que ça n'apportait rien. En fait. Oui, c'est ça, surtout qu'on juste perdre. On a bien compris que la France n'était pas très, dans le coup. Donc, c'est ça, merci. Et sur ce, on va peut-être aller faire une petite pause musicale avant de passer à la chronique d'Edith. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois, Valérie? Ben, aujourd'hui, pour commencer, il y a une petite proposition de Mathieu pour agrémenter sa chronique. Preußens Gloria, qui est une marche militaire qui a été créée à la suite de la victoire de la Prusse sur la France après la guerre franco-allemande, d'où son nom, Gloire de la Prusse. Elle est tombée dans l'oubli et a été seulement redécouverte en 1909, puis introduite dans la collection des marches militaires de l'armée allemande en 1911. Elle sera donc jouée pendant la Première Guerre mondiale. Ça fait un lien avec la petite chronique d'Edith qui s'en vient. On est tellement concept.
De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. C'est toujours Magali à l'animation pour ce segment où Edith vient nous jaser de l'invasion allemande de la Belgique lors de la Première Guerre mondiale. C'est en lien direct avec celle de Mathieu. C'est le fun. Effectivement. On dirait qu'on s'est concerté. Mais c'est même fou, pas. Hein? Puis même la musique qui introduit bien, on dirait que les Allemands arrivent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis justement, c'est ça, oui, de l'invasion, mais plus précisément, celui des atrocités allemandes, qui est quand même méconnu par rapport à la Première Guerre mondiale. Quand on pense à atrocités allemandes, peut-être que la plupart des gens pensent à la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Mais bref, donc je parle de la Les Allemands ont Première été Guerre aussi mondiale. atroces pendant la Première. Exactement, et je vais expliquer ça. Donc, de quoi on parle quand on dit les atrocités allemandes, en fait, c'est que c'est les rumeurs qui courent immédiatement après l'invasion de la Belgique le 4 août 1914, selon lesquelles les soldats allemands commettraient des atrocités brutales envers les civils. Pour vous faire une petite mise en contexte, les plans de mobilisation de l'Allemagne prévoyaient passer par la Belgique pour ensuite aller attaquer la France. Ils croyaient que les Belges allaient les laisser passer sans trop de chichi, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Non, hein? Puis, non. Il me semble que la Belgique était neutre, hein, donc dans le conflit. Oui, effectivement, était neutre, et puis l'Angleterre était supposée garantir la neutralité de la Belgique. Puis c'est pour ça aussi, entre autres, que les Allemands croyaient qu'ils allaient pouvoir passer assez facilement, dans le sens qu'ils allaient pas se mêler du conflit qui allait arriver. T'sais. Mais ils se sont juste ramassés avec un nouvel ennemi, l'Angleterre et la Belgique aussi, qui n'était pas très coopérative. Exactement, justement, elle n'est pas très coopérative. Il y a une importante résistance de la part des Belges, justement, puis c'est dans ce contexte-là de stress et d'imprévu que les soldats allemands se retrouvent en Belgique. Pour ce qui est des atrocités comme telles, les premiers récits viennent de la part des Allemands qui disent être victimes de violences extrêmes de la part de la population belge. Peu de temps après, les accusations des Alliés envers les forces allemandes commencent aussi. Donc, on s'accuse de part et d'autre sans arrêt. Quelles sont précisément ces accusations? Les Allemands racontent qu'ils sont victimes d'attaques de francs-tireurs et que les soldats sont empoisonnés et mutilés, plus précisément castrés et aveuglés. Wow. Les civils feraient des embuscades et s'attaqueraient ensuite aux soldats qui sont déjà blessés, faibles, bref. Du côté des Alliés, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les Alliés, je veux dire la France, l'Angleterre, mais aussi la Belgique, comme tu dis, qui va se défendre. On accuse les Allemands d'avoir commis également des mutilations, dont l'image la plus répandue est celle des mains coupées, sur laquelle je vais revenir plus tard dans ma chronique. On raconte également qu'ils commettent des vols, des viols, des massacres individuels et collectifs de civils, en plus d'incendier des villages complets, donc de les raser. Je vous propose donc aujourd'hui de démêler le vrai du faux dans ces accusations-là des deux côtés et d'expliquer pourquoi ces récits-là vont être propagés autant qu'ils l'ont été et pourquoi des atrocités ont réellement été commises. Oui, c'est vrai. Dès leur entrée en Belgique, les soldats allemands sont nerveux alors qu'ils craignent que des attaques de civils armés, c'est-à-dire des francs-tireurs, comme l'expliquait Mathieu dans sa chronique. Mettons d'abord cette part en contexte. Elle est un héritage direct de la guerre franco-prussienne où des francs-tireurs français harcelaient les soldats allemands, comme Mathieu le dit justement. Dans les premiers jours de l'invasion de la Belgique en 1914, il y a bien eu quelques cas de résistance civile, mais ces événements sont très isolés, encore plus que ce qui se passait justement dans la guerre franco-prussienne. Ça les a définitivement beaucoup marqués parce qu'on est vraiment plusieurs années après la guerre franco-prussienne. Oui, c'est ça. On est 43 ans plus tard, puis il faut se dire que c'est juste 1000 personnes qui étaient mortes dans une guerre. Oui, ça n'a pas été un gros massacre comme tel, mais oui, c'est resté dans leur tête vraiment. Donc ça a été introduit aussi dans les manuels militaires en soi. On écrivait à propos de comment gérer les francs-tireurs. Oui, exactement. Donc c'est enseigné. Et la gestion étant tirée partout. Carrément, oui. Laissez-moi faire ma chronique, s'il vous plaît. on est trop dedans. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est des événements isolés, mais par contre, ils ont eu comme effet d'alimenter les craintes qui étaient déjà là, justement bien ancrées chez les soldats. Avant même les grandes batailles décisives, des rumeurs à propos des attaques des francs-tireurs circulent et on raconte qu'ils ont fait un nombre important de morts et de blessés parmi les forces allemandes. Dans une lettre écrite à sa femme, un général allemand raconte qu'il a donné l'ordre de brûler les villages responsables de ces attaques-là et d'en fusiller tous les habitants. Son supérieur hiérarchique, oui, dis-je bien, immédiat, approuvera d'ailleurs les mesures prises par lui. Donc, quand même, les exemples de ce genre sont nombreux. La part des attaques de civils conduit effectivement souvent les soldats à réagir de façon spontanément violente. De plus, les hauts gradés de l'armée allemande acceptent cette version des attaques des francs-tireurs et répondent que les habitants des villages doivent être traités avec une extrême sévérité. D'ailleurs, les récits relatifs à la supposée résistance civile précédaient souvent les actes de violence de l'armée. Et ces histoires ont même été utilisées par certains responsables pour exacerber la fureur des soldats.
Mais est-ce que ces attaques des francs-tireurs sont réelles, justement, comparativement à la guerre précédente? Eh bien, dans le carnet de guerre d'un lieutenant-colonel allemand, ça nous permet d'en douter, en fait, parce qu'il est très critique envers cette hypothèse-là, et il observe que la nervosité et l'inexpérience de ces hommes pouvaient avoir des conséquences réellement tragiques. L'événement de la ville de Blamont, en France, est particulièrement éloquent en ce sens. Comme consigne, les Allemands demandaient à ce qu'une lampe soit posée devant chaque fenêtre des maisons et que les portes restent déverrouillées en tout temps. En faisant une vérification des maisons, un soldat constate qu'une porte est verrouillée. Il frappe donc à la porte. Aucune réponse. Il continue à frapper. Tout d'un coup, un homme apparaît dans le corridor de la maison. Il est armé. Le soldat prend peur. Croyant avoir affaire à un franc-tireur, effectivement, il tue l'homme, le tire, il meurt. Mais cet homme qui venait de mourir devant lui était en fait quoi? Un autre soldat allemand. Bon. Qui lui aussi croyait avoir affaire à un franc-tireur. Donc, finalement, on s'entretue par peur d'avoir affaire à un civil qui est armé. Alors, c'est vraiment comme le bonhomme 7 heures de l'armée allemande. Oui, effectivement. Puis quand on fait le bonhomme 7 heures, c'est eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils ont peur d'eux-mêmes, c'est ça. Et la presque totalité des cas de violence que les soldats allemands attribuent aux civils sont en fait des histoires de ce genre-là, où le responsable est un des leurs et la réaction irrationnelle des soldats occasionne une violence extrême. Un des plus gros massacres perpétrés contre des civils se déroula dans la ville de Dinant, en Belgique, le 23 août 1914, où plus de 650 civils, je dis hommes, femmes et oui, enfants, furent fusillés. Les historiens affirment qu'au moins 6000 civils ont été tués délibérément par l'armée durant la progression des soldats en Belgique et dans le nord de la France, entre août et septembre 1914 seulement. C'est quand même très court. Oui, c'est ça, c'est considérable. Les accusations de violence extrême, d'exécution collective, de destruction délibérée en France et en Belgique sont donc bien fondées. Ainsi, les civils belges et français étaient réellement confrontés à une violence extrême, alors que les atrocités perçues par les Allemands étaient très largement illusoires. Que ce soit les attaques de francs-tireurs ou encore les mutilations que j'ai mentionnées tout à l'heure, les yeux crevés et tout ça. Mais cette paranoïa des soldats envers les francs-tireurs ne peut pas expliquer à elle seule ces massacres-là. Les historiens avancent également une autre explication qui est celle des mentalités de l'époque. L'utilisation du mot allemand « Heimtückisch », je l'ai bien dit, hein, Mathieu? C'est parfait. Parfait, merci. Ton allemand est excellent. Excellent. L'expression de ce mot-là par les Allemands pour catégoriser les francs-tireurs illustre cette hypothèse parce qu'il sert à définir le meurtre par opposition à l'homicide. Ce mot suppose une volonté de nuire ou encore une déloyauté. Ainsi, dans la mentalité allemande, la résistance civile est criminelle, alors que pourtant, elle est autorisée par les lois et coutumes de guerre établies aux conventions de la Haye en 1907. Puis souvent, quand tu envahis un pays, il faut que tu t'attendes à une petite résistance. Est-ce que les gens soient pas contents que tu débarques chez eux avec des C'est drôle, tu sais. On t'accueille pas avec des fleurs. Ouais, excusez-nous les Allemands. Donc, c'est donc un mélange entre les mentalités et la paranoïa reliée aux francs-tireurs qui explique les massacres de civils. D'ailleurs, cette paranoïa était tellement ancrée chez les soldats allemands que même en étant témoins d'une fusillade causée par des compatriotes, ils restaient convaincus de l'existence des francs-tireurs. Ajoutons à ces explications une grande fatigue et un stress important, comme je le disais tantôt, alors que la résistance belge à l'invasion allemande est beaucoup plus importante que ce qu'on croyait l'être. À titre d'exemple, le plan Schlieffen de 1912, qui est, c'est-à-dire les plans de mobilisation en prévision de la guerre, prévoyait une division pour entrer dans la ville de Liège et de Namur. Donc, une division pour 2 villes, mais en fait, il en fallut plutôt 8 pour la ville de Liège seulement. Cette situation inattendue fait donc également partie des explications. Là, je vais revenir du côté des Alliés pour vous dire que parallèlement à cette crainte-là des francs-tireurs qui arrivent du côté des Allemands, on voit chez les Alliés un phénomène qui est vraiment analogue, celui des histoires de mutilation, dont l'image la plus importante est celle des mains coupées. Ces histoires racontent que des enfants et parfois des femmes se font couper les mains par les soldats. Moi, j'avais déjà entendu dire qu'il y avait aussi des femmes qui se faisaient couper les seins. Oui, en fait, cette histoire-là aussi se propage beaucoup. Les mutilations, en général, ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est populaire comme histoire. Là. Ça marque l'imaginaire. On dirait qu'à l'époque, les mutilations, tout le monde a peur de ça, parce que les Allemands aussi, ils ont cette vision-là. C'est donc, comme encore une fois, une genre de hantise un peu infondée. Exactement, c'est ça. Mais comme je disais, les histoires, moi, je parlais principalement des mains coupées, parce que c'est celle qui a plus marqué. Ces histoires-là racontent que des enfants et parfois des femmes
gens se font couper les mains par les soldats allemands. Puis ces récits-là prennent d'ailleurs une grande importance dans la population et aussi dans les médias qui diffusent abondamment ces histoires-là sans vraiment avoir un esprit critique. Donc, ils diffusent les histoires qu'on entend, mais aussi, il y a une grande partie iconographique aussi qui est diffusée comme des caricatures ou juste l'image que j'avais mis pour la pub de ma chronique. Ouais. Donc, la légende des mains coupées est ainsi la contrepartie des mutilations qu'on retrouve au centre de la peur des francs-tirages chez les Allemands. C'est une vision de mutilation, oui, dans les deux cas, mais elle est différente tout en étant symétrique, qui exprime, c'est une vision, en fait, de mutilation qui exprime une peur extrême dans les deux camps. Mm-hmm. D'ailleurs, certaines légendes sont communes des deux côtés. C'est le cas de l'histoire d'une infirmière mutilée ou encore celle des doigts qu'on coupe pour pouvoir voler une bague. Ces histoires-là, ce qui est assez fascinant, c'est que ça se propage simultanément dans les pays, donc en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en même temps, toujours à propos de l'ennemi qui aurait commis cette mutilation-là. Puis si on peut voir aussi sur le front de l'Est, en fait, c'est la même chose qui arrive, parce qu'en fait, les Allemands vont vivre la même chose. En fait, c'est les Russes vont venir les envahir. Puis, en fait, c'est les gens qui vont fuir vont colporter justement des histoires comme quoi qui se font, surtout pour les viols. Les viols, donc, des viols. Puis l'espèce d'image du Russe violeur va vraiment faire son apparition. En fait. Donc, c'est moins les mutilations que justement des viols. C'est fascinant parce que ça montre comment l'image qu'on se fait d'un peuple va influencer la peur qu'on va avoir de ce peuple-là, quand même. Puis les récits de mains coupées font plutôt penser en fait à des fausses nouvelles qui s'enracinent chez la population. La réalité des événements violents commis par les Allemands, jumelés à l'angoisse de l'invasion, se trouve à l'origine des récits et légendes sur les mains coupées et les mutilations en général. Par contre, il existe une différence centrale entre le cas allemand et celui des récits des Alliés. La peur des soldats allemands, des mutilations et des francs-tireurs est pas basée sur la réalité, elle est basée sur la guerre d'avant qui a marqué beaucoup l'imaginaire. Puis la violence est réelle envers les civils et les soldats alliés, et cette violence réelle-là crée une crainte, en fait. C'est comme un engrenage. Exactement. C'est un engrenage vicieux parce que tout le monde finalement va commencer à détester, en fait. Exactement. Puis, mais justement, pour revenir sur l'idée des fausses nouvelles, Marc Bloch, le fameux historien, disait « Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui existaient avant sa naissance ». C'est dans ce sens-là qu'on peut parler du rôle des mentalités dans l'écho que trouvent ces histoires d'atrocités des deux côtés pendant la guerre. En terminant, je dirais que ce sujet permet de nous faire réfléchir aussi sur la période qu'on vit présentement, où les fausses nouvelles sont dénoncées un peu de toutes parts, c'est-à-dire par Trump, mais aussi par l'utilisation des réseaux sociaux où les fausses nouvelles sont relayées facilement. Mais sont aussi colportées par les médias. Il y a quand même des vrais médias qui vont colporter des fausses nouvelles. Exactement. Ça date pas d'hier. C'est ça. On voit que ça date pas d'hier, mais aussi pourquoi est-ce que ces fausses nouvelles-là sont colportées ou crues par le monde, en fait. Donc, les mentalités ont sûrement un rôle à jouer aussi aujourd'hui avec de telles nouvelles qui se propagent facilement. Oui, probablement que ça vient nous conforter un petit peu dans ce qu'on pense déjà et dans nos croyances. C'est ça, ça conforte nos croyances souvent, puis ça fait juste exactement. C'est comme s'il y a des fausses nouvelles qui vont sortir sur Trump, mais il y a personne qui va les qui va les contester parce qu'il va dire ça représente l'idée que je me fais de ce personnage-là. Il fait ce genre de choses-là, donc c'est nécessairement vrai. Exactement. Puis aussi, juste pour ajouter, je l'avais pas dit tantôt, mais l'idée de ça que l'ennemi est un barbare qui commet des choses qui ont pas d'allure comme ça, de violence et tout, ça va aider justement à motiver les gens derrière la guerre. Donc ça sert aussi de propagande, mais ces fausses histoires-là n'étaient pas organisées par le gouvernement pour être de la propagande dans ce sens-là. C'est juste que ils ont été récupérés finalement par le gouvernement parce que c'était organisé. Oui, exact. C'est sûr que dans une guerre, il faut aussi un peu déshumaniser son opposant, sinon on se tuerait pas. Exactement. Et je tiens à dire que c'était pas un appui à Trump, hein, c'était juste un exemple. Non, c'était un exemple. Je pensais jamais dire son nom ici, là, mais oui, c'est cela. On l'invite à aimer... non, on l'invite pas à aimer la page. Si jamais tu nous écoutes, Donald. Donc, merci beaucoup, Edith. Vraiment, c'était sur un sujet encore moi qui est loin de ce que j'étudie, mais qui est toujours très intéressant. Puis ça nous éclaire sur les mécanismes qu'on a encore aujourd'hui. Hein. C'est vraiment fascinant l'histoire. On se répète. On a presque l'impression que ça tourne en rond. Histoire cyclique, on en reparlera. Donc, on va peut-être aller s'alléger encore une fois l'esprit dans le domaine musical, là, avant de, disons, la pièce de résistance de cette émission combien joyeuse. Alors,
On va écouter une nouvelle trouvaille faite par Valérie, qui est la chanson L'Oiseau. On va voguer un petit peu. De l'artiste Feu Chatterton. De l'album L'Oiseleur. Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent l'orage dort sous la grève. Tout gorgé d'eau, le sable s'élève, puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas, reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux, rayons comme des aiguilles, et le poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux, rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux, rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux, rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Viens que je te mette à bris des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur. Re-bienvenue à Histoire de passer le temps pour une dernière chronique de notre fabuleuse émission où il sera question d'une terrible famine qui a touché l'Inde au 19e siècle. C'est ça, Thomas? Oui, effectivement, j'essaie de faire cette chronique-là parce que j'ai commencé l'année passée, dans mes temps morts, la lecture d'un livre de l'historien américain Mike Davis intitulé Late Victorian Holocausts, El Niño Famines and the Making of the Third World. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais même nous le montrer au Facebook Live. Ah, c'est ça, il y a c'est ça, il y a eu une sorte de simagrée, on comprenait pas. Les gesticulations très bizarres de mon collègue. C'est des cours de mime. Donc, vous voyez, ceci est le livre. En fait, ce livre parle de famine mondiale causée par des fluctuations du El Niño. C'est un phénomène climatique et océanique aux multiples définitions. Effectivement, on parle du Enso aussi ces temps-ci. C'est un phénomène cyclique, hein? C'est un phénomène cyclique qui arrive peut-être 4, 5, 6 ans, des fois 10 ans, c'est très variable, mais c'est toute une question d'air chaud, courant froid dans le Pacifique. Je suis vraiment pas sûr. C'est pas à peu près à la hauteur de l'équateur ou du Chili, je crois, dans ce coin-là que ça change. C'est au large de l'Amérique latine. Ah, c'est vrai? D'où le nom El Niño, le petit. Espagnol 101, on suit. Ah, Magali, qu'est-ce qu'on aurait fait ça? T'as aussi le El Niña. Ah ah!
Voilà. Et arrive aussi, la petite. Oui, la petite. Incroyable. C'est le petit et la petite. Mais bref, je suis pas météorologue ou je ne fais pas de sciences atmosphériques, donc je m'en tiens à ce que M. Davis me fournit. Fait que de fait, c'est plusieurs famines mondiales qui vont être occasionnées par le El Niño, dont une qui commencera en Égypte, passera par l'Inde et finira en Chine et au Brésil. Mais Davis ne fait pas seulement une histoire environnementale, on peut le deviner, c'est quand même très... c'est ce qui fait majoritairement, c'est de dire le El Niño touche énormément de régions, touche énormément les famines. C'est tout en admettant justement l'impact du climat sur les récoltes. Il accuse plutôt le capitalisme et le libre marché d'aggraver la situation. Effectivement, les famines vont souvent, quand il y a des périodes de mauvaise récolte, on va souvent voir la montée des prix de la nourriture qui est vendue au plus offrant. Avec les prix qui torpillent vers le haut, les pauvres sont incapables de s'en procurer. Et enfin, l'intervention de l'État n'est pas encouragée dans le système libéral et capitaliste. Les pauvres sont méprisés, non pas seulement parce qu'ils sont des gens de couleur comme dans le cas britannique, eux autres c'est leurs colonies en Inde surtout qui sont touchés par ces famines, mais aussi parce que aider les pauvres par le biais de l'État va les rendre dépendants à cette aide. C'est une excuse non interventionniste qu'on entend encore aujourd'hui. Mais comme tu parlais avec la question de couleur, ça a été le même cas en Irlande aussi, là, donc ouais, exactement. Probablement, même oui, chez des pauvres protestants aussi, donc c'est vraiment... Puis d'ailleurs, c'est ce que, justement, Davis, il va dire que c'est l'inaction humaine qui cause les famines avant tout, ou du moins qui les aggrave immensément, en disant que, justement, la question de la couleur et des races, entre guillemets, des gens ne sont pas que c'est pas si important que ça, c'est que Davis est effectivement marxiste. Il va voir le capitalisme comme étant la cause principale de tant de morts et non comme par exemple le racisme et autres. Mais quand tu dis il est marxiste, est-ce qu'il le dit dans son livre? C'est clair? Oui, il est clairement marxiste. Il est très... en fait, c'est parce que c'est un géographe, historien, marxiste, puis il le dit lui-même que oui, c'est franc. Oui, c'est très franc. Disons ça, d'où la moindre importance qu'il accorde au phénomène de la race, entre guillemets. Oui, parce que c'est pas sa grille d'analyse, justement. Oui, c'est ça. Sa grille d'analyse, c'est vraiment dire, c'est le libre marché et c'est le capitalisme et la hargne des pauvres à l'intérieur du système capitaliste qui va créer autant de morts. Dans tous les cas, c'est afin de mieux vous illustrer son propos, je vais vous faire part d'une de ces famines qu'il a étudiées. C'est la grande famine en Inde entre 1876 et 1878. Alors, en 1876, justement, quand la famine commence, la région du Madras a reçu un niveau anormalement bas de pluie. Effectivement, la mousson de cette année-là ne laissa que 6 pouces d'eau, contrairement aux 27 habituels. Oui. Sécheresse, hein? Grosse sécheresse. Les autorités anglaises étaient conscients de ce qui allait venir, de ce qui allait arriver. Mais donc, la famine. Je devine qu'ils n'ont pas, sont pas allés au-devant du problème en aidant la population, mais... Aucunement. Et d'ailleurs, c'est un autre phénomène, c'est qu'une mauvaise mousson d'été, si elle n'était pas palliée par la mousson d'hiver, parce qu'il y a aussi la mousson d'hiver, allait gravement toucher les récoltes, et les pluies en hiver n'ont pas été mieux. Donc, et aussi, les pluies de l'été 1876 dans certaines régions n'avaient pas été bonnes non plus. Donc, ça, c'est pour dire que la famine, elle va commencer en 76 parce que c'est la deuxième année de mauvaise pluie, mais en 75, il y avait déjà eu une mauvaise récolte, mais les ressources locales avaient été capables de pallier à ces mauvaises récoltes-là. Mais 76, c'est vraiment le moment où est-ce que la nourriture manque. Fait que les récoltes dans le centre et le sud du subcontinent indien avaient effectivement été mauvaises. Il y avait donc une mini-crise de subsistance. Donc ça, justement, je suis en train de parler de 1875, je m'en excuse. En tout cas, ce qui va arriver, c'est que la famine va frapper la région du Madras, dans le sud-est du continent indien. Elle va ensuite s'étendre vers l'ouest, dans la région du Mysore et de Bombay, l'année suivante. Alors, vous pouvez un peu vous imaginer ce qui se produit dans les premières années de famine. Les prix de la nourriture augmentent et les paysans vendent le peu qu'ils ont pour pouvoir s'en acheter. Et c'est d'ailleurs une dynamique qui accentue le problème, car les paysans vont vendre leurs outils agricoles, ils vont vendre leurs maisons, ils vont vendre absolument tout ce qu'ils ont pour pouvoir manger. Ça fait en sorte que malgré les pluies de l'année d'après, qui auraient pu permettre de produire une certaine quantité de nourriture, les paysans sont incapables de travailler la terre. Parce qu'ils ont plus d'outils. Ils ont tout vendu, puis ils vivent dans la misère. C'est terrible. Ils commencent alors à mourir comme des mouches par centaines de milliers.
Et quand je dis centaines de milliers, c'est littéralement centaines de milliers. Il y a des images de villages où les rues sont jonchées de corps squelettiques, de corps bombés par justement les acides gastriques, etc., que produisent des personnes en famine. D'ailleurs, j'ai un témoignage ici d'un agent britannique qui décrit dans son rapport l'état désastreux d'un village qu'il visite. Il écrit, et je cite, et d'ailleurs, ce sont toutes des traductions que j'ai faites moi-même, donc ça se peut qu'il y ait des petites erreurs, mais c'est quand même. Fait que c'est après quelques minutes de recherche, je suis tombé sur 2 chiens qui s'acharnaient sur le corps d'une fillette d'environ 8 ans. Les chiens venaient tout juste de commencer à s'attaquer au corps. Une seule jambe avait été mordue un peu, mais le corps était tellement gonflé que ce n'est qu'en raison de la longueur de la figure qu'on en ait pu deviner que la morte s'agissait d'un enfant. L'odeur et la vue du village étaient tellement révoltants et les chiens qui s'y promenaient tellement dangereux que je n'ai pas pris la peine d'inspecter un deuxième corps. J'ai toutefois aperçu 2 crânes et une colonne vertébrale qui venaient tout juste d'être dégarnis. Fait que ça, c'est l'état de plusieurs milliers de villages en Inde pendant la famine. Il y a même comme je vous ai dit, il y a des photos qu'on a justement de cet état-là. Bref, les choses ne vont pas en s'améliorant. Les populations affamées commencent à migrer vers les centres urbains ou les lieux où ils offrent de la charité et de la nourriture. Puis justement, les autorités britanniques, bon, le monsieur, il a l'air, en tout cas, je sais pas s'il a l'air plus ou moins touché par ça, mais est-ce que les autorités britanniques sur place finissent par se rendre compte que ça n'a pas de bon sens, ou est-ce qu'ils il y a une volonté d'action finalement, ou ils sont un peu dans le laisser-aller, tant pis? Ils sont dans le laisser-aller et c'est ce que Davis essaye de dénoncer. C'est terrible. Oui, je vais d'ailleurs y arriver. Terrible. Parce que justement, les paysans qui vont commencer à se déplacer pour trouver de la bouffe, ça va être comme des longues marches de la mort. Ça va être également le cas au Brésil. Il y a également ces genres de marches de la mort-là. C'est juste pour dire qu'il y a très peu d'endroits qui offrent de la charité et de la nourriture. Les camps établis par les Britanniques pour venir en aide aux affamés étaient en fait des camps de travail forcé. Alors je vous laisse imaginer ce qu'ils font. Oui, ils rejettent tous les demandeurs d'asile qui ne sont pas en état de faire du travail de coulier, aggravant du coup la famine, mais en même temps, ils vont prendre les gens qui sont assez affamés aussi. Il y a une drôle de dynamique. Oui, c'est ça. Puis en plus, quand on est affamé, on n'est pas apte au travail pantoute, là, tu sais, franchement. Fait que ça va devenir Davis utilise le terme de camp d'extermination. Je suis plus ou moins d'accord parce que c'est fait un petit peu trop d'un clin d'œil à l'Holocauste. Tandis qu'ici, c'est qui est d'ailleurs le titre de son livre, il faut le dire. Oui, le Late Victorian Holocaust, il va quand même spécifier pourquoi il utilise le terme Holocauste dans le sens non de non la définition du génocide juif, mais dans la définition purement biblique de l'Holocauste, donc un événement de feu, etc. Okay. Mais en même temps, c'est quand même un titre qui frappe. C'est ça. Mais oui, il doit le savoir. Ça, il sait, là. Il justifie, mais il sait qu'il est en train de faire un clin d'œil au génocide juif, malgré le fait qu'il écrit qu'il veut pas faire ça. Mais justement, tu dis qu'il y a un lien justement avec les camps de concentration? Non, mais oui, il y a des camps de concentration, des camps de travail, mais il dit que c'est des camps d'extermination, que ça devient des camps d'extermination, c'est là que je suis un petit peu plus mal à l'aise. Mais bon, c'est des questions de sémantique et d'interprétation. Je vais pas sauter là-dedans. Bref, éventuellement, en 1880, la mousson revient et les récoltes peuvent recommencer. Mais la famine qui vient avec son lot d'épidémies, parce que les personnes qui meurent de faim vont également, énormément de personnes vont mourir d'épidémies parce que les camps sont entassés, les personnes s'en vont vers les villes. Exact. Il y a des corps qui ne se ramassent pas, ça c'est très important. Un corps qui ne se ramasse pas est porteur de maladies, énormément de maladies. Fait que ça fait entre 5,5 et 10 millions de morts, selon les estimations. Entre quelle année, ça? Entre 1876 et 78. Et wow. Et il va y avoir d'autres famines qui vont faire quelques millions de morts aussi pendant les années suivantes. Davis, justement, il va travailler sur 3 vagues de famine mondiale. Fait que c'est une constante, puis il va blâmer le capitalisme et le libre marché à tous les coups. Alors, j'ai comme un peu mentionné, la réponse du gouvernement du Raj, c'est, en autre mot, c'est l'administration britannique, était fort insuffisante et basée sur des principes de charité un peu inhumaines, si vous voulez. Ça s'appelle plus de la charité rendu là. Non, c'est pas vraiment de la charité, parce qu'effectivement, Sir Richard Temple a reçu la tâche d'administrer cette famine. Il avait d'ailleurs une bonne expérience dans le sens où, en 1873-1874, il avait géré une famine dans le Bengale. Sauf que là, c'était un succès. Il avait fait importer 250 000 de tonnes de riz de la Birmanie et l'avait fait distribuer parmi les affamés de manière complètement gratuite. Au total, seulement 23 individus sont morts de faim pendant la famine de 1873. Ça a l'air mieux, tu sais. Lui, c'est juste dit, OK, j'ai un budget, je vais acheter de la bouffe, c'est ce qu'ils ont besoin en ce moment, on va pallier aux besoins, puis après ça, ces paysans-là vont pouvoir retourner dans les champs et travailler. Non, mais les choses ont changé à cause de justement son intervention-là. Non seulement Temple s'était-il fait sévèrement réprimander pour son action dans le Bengale,
mondiale. Incroyable. Car, vous savez, il ne faut jamais excéder le budget et utiliser trop d'argent pour sauver les pauvres. Là, il reçoit des ordres non pas d'être énergétique et de mettre fin à la famine, mais bel et bien de minimiser le plus possible des dépenses dans les entreprises d'aide. Aider les affamés ne figure pas dans les priorités du gouvernement, mais le budget, oui, il est prioritaire. Alors, je cite une ligne du gouvernement, c'est « La tâche de sauver des vies, sans égard au prix encouru, en est une hors de notre portée. L'embarras de la dette et le poids des taxes en raison de dépenses reliées à l'aide seraient plus catastrophiques que la famine elle-même. » Donc, ils ont plus peur de taxer les gens pour faire du relief, de l'aide, que de laisser 5,5 à 10 millions d'individus mourir. Mais plus que ça, d'ailleurs, justement, l'autre, elle avait été... l'autre famine, ça s'était pas arrivé parce qu'il y avait juste 23 morts. Donc, c'est pas un chiffre, d'après moi, qui devait être assez gros pour faire peur, en fait. Dans le fond, on l'a évité. Puis dans le fond, ça n'a pas fait de comment je peux dire ça, de précédent. Ouais. Dans le fond, s'il y avait une autre qui est arrivée avant, 5 millions de morts, après celle 23, on aurait dit, là, ça a marché. Mais là, il n'y avait pas de précédent avant. La première fois qu'il y en a une, on l'a jugulé. Ça a fonctionné. Fait que là, c'est... Oui, puis là, ils s'attendaient pas à ce que ça soit aussi énorme. Exact, il y avait également... les autorités ont fermé les yeux aussi, parce qu'il faut se dire que les Anglais... Ils ont quand même jambonné. Non, c'est ça. C'est que les personnes qui pouvaient prendre les vraies décisions se retrouvaient dans les gros palais de Bombay avec 70 serveuses. C'était du monde qui était pas près de la réalité. Puis en plus, ça, j'en parle pas. Je veux pas en parler, mais je vais faire une petite parenthèse. Il y en a un qui était très occupé avec la guerre en Afghanistan. Lui, il voulait faire sa guerre en Afghanistan. Donc, le budget était très important parce qu'il voulait de l'argent pour sa guerre en Afghanistan. Ah, voilà. Mais il y a tout plein de dynamiques comme ça. Bref, les mesures prises par Temple ne feront rien pour arrêter la famine. Comme je l'ai mentionné plus haut, les autorités britanniques vont mettre sur pied des camps de travail pour les affamés. Alors, premièrement, les personnes admises sont soumises à des travaux forcés sur les digues et les chemins de fer. À date, je veux dire, c'est assez classique comme camp de travail, là. Deuxièmement, pour être admis dans un camp, il faut être dans un état de famine assez avancé, mais en même temps, il faut être capable de travailler dans les digues et les chemins de fer. Une grosse contradiction. Donc, on a faim puis on doit faire les travaux durs. Troisièmement... de réduire le nombre de candidats, en fait. C'est ça. Pour réduire la quantité d'argent que tu donnes. Puis là, la troisième condition, c'est Temple exige que les demandeurs d'aide se soient déplacés un minimum de 10 000 de leur lieu de résidence avant de pouvoir demander de l'aide. Ça leur permet de placer des camps où ils veulent, des places où est-ce qu'ils veulent construire des digues et des chemins de fer. 10 000, c'est loin, là. Mais puis c'est comme s'ils utilisaient l'événement pour, justement, dans l'infrastructure, la construction d'infrastructures. C'est exploiter la misère humaine. Exactement. Puis enfin, les rations de nourriture en termes de calories étaient infimes, soit 1627 calories par jour. Juste à titre de comparaison, les détenus du camp de concentration de Buchenwald sous le régime nazi en 1944 recevaient 1750 calories. Un corps humain en repos pour survivre, que tu te fais juste allonger par terre, là, c'est 1500 calories par jour. Donc, c'est vraiment à peine de quoi survivre, vivoter. C'est juste pour pas mourir. Ouais, c'est ça. Puis Temple va même jusqu'à empêcher l'aide privée, par exemple l'aide des principautés ou des autorités indiennes traditionnelles qui ont décidé de prendre le devant pour combattre la famine. Il va également empêcher aux missionnaires de venir en aide parce que oui, il y a du monde qui prenait des initiatives privées. Puis lui, il arrivait carrément avec l'armée. Mais bref, ce que va faire Temple va être applaudi. Effectivement, il a suggéré, si vous voulez, une famine à moindre coût. Les 5 à 10 millions de morts ne sont que des dégâts collatéraux. Dans le rapport final de la Famine Commission, la commission chargée d'inspecter les événements, il est écrit « La doctrine qui dicte qu'en temps de famine, les pauvres ont le droit de demander de l'aide mènera probablement à une doctrine où les pauvres se croiront en droit de recevoir cette aide en tout temps. Ceci mettra sur place un système d'aide constante aux pauvres, ce que nous pouvons même pas imaginer sans appréhension. » Mentalité très capitaliste de l'époque. Mais c'est vraiment que les pauvres ne deviennent pas dépendants de cette aide-là. C'est la même affaire qui est arrivée en Irlande, justement, une vingtaine d'années. T'es pas capable d'envisager qu'une fois la famine finie... Il allait retourner faire leurs affaires. Oui, ce sont des paysans, ça fait depuis qu'ils ont 3 ans qu'ils travaillent dans les champs. Ils veulent pas nécessairement cette indépendance-là, mais ils vont se rediriger vers leurs anciens champs et se remettre au travail parce que... Quand c'est ça ta vie, c'est ça. Mais est-ce qu'il me reste encore... peut-être une petite minute. Je vais y aller vite. Fait qu'à part cette non-intervention qui se concorde bien avec l'idéologie libérale, il y a également toute la dynamique commerciale du capitalisme qui vient aggraver les famines. Le libre marché veut que les produits soient vendus sans entrave au plus offrant. L'offre et la demande vont établir le supposé juste prix. Donc, en théorie, sacrifier des tonnes et des tonnes de nourriture pour aider les paysans affamés ne concorde en aucune sorte avec l'idée. L'Inde, ou du moins les grands propriétaires et les marchands anglais, etc., toute cette clique-là, avait
d'ailleurs plus que quadruplé son exportation en blé entre 1875, une année sans famine, à 1877, la pire année de la famine. La nourriture en aide servait avant tout à nourrir les Anglais capables de l'importer. Donc, ils exportaient. C'était un peu le cas aussi pendant la grande famine en Irlande. Oui, les exportations vont continuer à augmenter malgré que le peuple crevait de faim. Puis... Mais il me semble qu'à la grande famine en Irlande, c'est la reine Victoria et son mari qui disaient que la solution à cette famine-là, c'était le libre-échange et le capitalisme, parce qu'il disait que la nourriture était accaparée par des grands propriétaires fonciers et nobles, etc., que c'est eux autres qui exploitaient ça. Fait que les autres disaient il faut bien, etc. Bref, c'est juste pour dire que le capitalisme n'a pas aidé à la famine et a fait en sorte que la bouffe sortait de l'Inde, ne restait pas là et que les autorités ne voulaient pas dépenser pour aider qui que ce soit. Quand est-ce que le capitalisme aide de l'aide? C'est une autre chronique. Ça, c'est l'UQAM, c'est basé sur cette question, c'est construit sur cette question. Bref, oui, ça va être une question pour justement une autre chronique, et c'est ce qui va conclure notre émission. Merci beaucoup, Thomas, pour cette chronique un peu sombre, mais qui nous remet un peu les pendules à l'heure. Hein. Parfois, on a besoin d'un petit wake-up call. Surtout un vendredi saint, c'est ça. Christ est mort aujourd'hui, donc. Souffrons avec lui. Ce sont des jours de charité en plus. Et voilà. Alors, je remercie aussi nos autres collaborateurs, Edith Champagne et Mathieu Cordeau. Je remercie Valérie qui était à la régie aujourd'hui. Merci à vous, nos auditeurs, qui d'ailleurs êtes de plus en plus nombreux. Donc, on vous dit un double merci pour ça. Et je vous rappelle que les émissions sont à 16h les vendredis, mais que vous pouvez toujours nous écouter en podcast quand ça vous tente sur le site de choc.ca ou via iTunes ou Google ou plein de choses. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi en live sur choc.ca ou sur notre page Facebook, que d'ailleurs, je vous invite à aimer. Et sur ça, je vais vous souhaiter à tous un bon congé pascal. Je voulais vraiment dire congé pascal. Et une bonne fin de semaine. Donc, à la prochaine.